Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien Premier ministre de la République du Sénégal, Mme Aminata Touré, qui aujourd'hui est l'envoyé spécial du président Macky Sall. Merci d'être toujours en notre compagnie. Alors je disais avant de marquer la pause que les Sénégalais vous font le reproche de brader aujourd'hui l'économie nationale aux étrangers, enfin, aux multinationales, parce qu'on estime que 84% de l'économie aujourd'hui est détenue par les multinationales. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux d'abord? Alors, lorsque vous dites les Sénégalais, je pense que c'est quand même une assertion assez large. Les Sénégalais, parce que une partie des Sénégalais, puisque comme je vous dis, nous gagnons les élections depuis 2012, il y en a eu 5. Donc, on peut considérer que la majorité des Sénégalais sont d'accord avec les politiques du président de la République. Sur la Alors, pour revenir à la question exacte, la politique de l'État, et ça on ne le dit pas assez, c'est qu'il y a aujourd'hui une loi qui organise justement le rapport entre les investisseurs étrangers et les investisseurs sénégalais. Parce que nos investisseurs nationaux ont vocation, comme l'a fait la Chine, à ensuite prendre en charge toutes les questions. Mais ce secteur n'en est pas encore là. Donc il faut une collaboration entre ce secteur étranger et le secteur national. Mais dans nombre de domaines, on estime quand même qu'il y a des Sénégalais qui sont compétents. Il y a une loi qui exige que lorsque vous gagnez un marché au niveau national, que vous ayez des sous-contractants à hauteur de 20 à 30%. Parfaitement d'accord avec vous. Parce qu'il faut construire nos secteurs nationaux au fur et à mesure. Parfaitement d'accord avec vous, Mme Touré. Maintenant, mais ce qu'on oublie de dire, pourquoi des entreprises sénégalaises qui ont des compétences ne sont pas au premier rang pour que les sous-traitants soient des multinationales? Parce qu'ils n'en ont pas encore les capacités financières, monsieur. Ça, c'est un jugement de valeur. Ça, c'est un jugement de valeur. Non, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Sinon, on serait des multinationales africaines partout. Vous en connaissez combien? On est des pays en construction. La Chine, je vous rappelle, a agi de la même manière. Toutes ces grandes compagnies européennes, elles étaient quasiment seules sur le marché chinois il y a 25 ans. Oui. Les Chinois ont pu développer leur savoir-faire, leur secteur privé a grandi, et aujourd'hui, non seulement ils contrôlent l'économie chinoise, mais ils sont en passe de contrôler l'économie mondiale. Voilà la démarche qu'il faut comprendre. C'est une démarche d'ouverture, tout en renforçant progressivement notre secteur national. Si vous prenez l'exemple du TR, le train express régional, où vous voyez peut-être de grandes compagnies, Alstom pour ne pas le nommer, mais vous avez des dizaines et des dizaines d'entreprises nationales avec du personnel sénégalais et africain qui jouent le second rôle, justement. Non, il n'y a pas de second rôle. Il y a des marchés à gagner, il y a de la sous-traitance. Eh bien, je souhaite, et je suis sûr que vous le souhaitez avec moi, que dans 10 ans, 15 ans, une société sénégalaise ou africaine puisse construire des trains express régionaux. On n'y est pas encore, mais progressivement, nous allons gagner, disons, en savoir-faire, en capacité financière, et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ce n'est pas un exemple spécifique à l'Afrique, c'est un exemple, j'ai parlé de la Chine, j'aurais pu parler de l'Inde, j'aurais pu parler, voilà, de pays d'Amérique latine. On va évoluer dans cette émission et parler d'un projet phare quand même pour le septennat du président Macky Sall, le plan Sénégal émergent, le PSE, comme on l'appelle, mais beaucoup estiment que ça a été un plan pour endetter et surendetter le pays. Alors, d'abord, le premier résultat, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2%, 7% en 7 ans. J'aurais pu vous parler du déficit qui est passé de 6% et qui a rejoint les normes de l'UMOA, moins de 4%. Donc, déjà, il y a une bonne maîtrise du cadrage économique. Mais je vais surtout vous parler des déclarations et des constats d'entreprises qui n'ont rien à voir avec le Sénégal ni avec l'Afrique. Vous prendrez Standard & Poor's. Leur boulot, ils sont payés par des entreprises, par des États, pour définir la solvabilité de nos pays. Mais leurs rapports, régulièrement, disent que le Sénégal a un taux d'endettement sain. C'est ça la réalité. C'est pour ça d'ailleurs... Il est de combien aujourd'hui ce taux-là? Il est de 47%. C'est énorme quand même. Non, pas du tout. Parce que vous savez quel est le taux? Quelle est la convergence? Je veux pas Elle est de comparer 70% dans l'espace de l'UMOA. Il faut le comprendre. Vous savez combien il est aux États-Unis? Il est de plus de 100%. Voilà les réalités économiques qu'il faut comprendre. Mais évidemment, il faut que notre opposition fasse du travail, sinon elle ne serait plus une opposition. Autre question dans cette émission, le ministre de l'Énergie a récemment claqué la porte du gouvernement, il a démissionné. Vous connaissez les raisons?
Je pense qu'il a été démissionné. Ça a été clair et net. Démissionné ou voilà. bien il a démissionné lui-même? Bon, c'est pas un débat. Le président de la République qui nomme a bien précisé qu'il a été remercié. Et ça, c'est pas ça. Mais est-ce que vous en connaissez les raisons? Non, je n'en connais pas les raisons. Tout ce que je sais, c'est que le président de la République nomme aux fonctions civiles et militaires. Il n'était plus satisfait, disons, du travail de son ministre. Il l'a remercié. En tout cas, ce n'est pas ce que lui dit, en tout cas. Parce qu'il estime qu'il y a beaucoup d'opacité dans la gestion d'un certain projet phare, notamment la gestion du pétrole, du gaz. Je vous rappelle qu'il a rejoint l'opposition. Parce qu'en Afrique, c'est aussi assez courant. Lorsque vous êtes en position, mais ce n'est pas parce qu'il a rejoint l'opposition qu'on ne va pas prendre au sérieux ce qu'il dit quand même. Mais ce n'est pas substantié. Intéressons-nous à ce qu'il dit. Ce n'est pas substantié, ce sont des allégations gratuites. Oui. Aucune preuve n'a été mise sur la table de ce qu'il dit. Il n'a saisi aucun tribunal. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire en matière de gestion du pétrole et du gaz, le président de la République, Macky Sall, a fait ce qu'on n'a vu dans aucun pays, à part les pays scandinaves. Vous avez le Conseil stratégique de gestion du pétrole et du gaz. Il a organisé une assemblée ouverte à la société civile, aux élus, aux députés, pour gérer ensemble. M. Tienosa n'est pas allé juste là-bas. Il dit exactement, il a même refusé d'apposer sa signature au bas d'un document parce qu'on l'obligeait à signer un document qui n'était pas vrai. On prend une entreprise qui arrivait en 3e position, qu'on remet en 1re position à qui on veut attribuer un marché. Ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a, comme je vous ai dit, connaissez bien le dossier, présent, Madame Touré? Je le connais bien. Et puis, je pense que vous devez également écouter ce que dit le président de la République, ce que dit le Conseil stratégique du pétrole et du gaz, qui est un organe où vous avez tout le monde, vous avez y compris la société civile. Je pense que c'est important que l'on sache en Afrique reconnaître les progrès importants qui ont été faits. En Afrique, les ressources naturelles sont généralement gérées dans une opacité totale. Ce n'est pas le cas. Parce que le président de la République considère de ce marché-là précisément. Mais ce marché-là n'a absolument pas dérogé aux règles de Vous pensez que l'entreprise adjudicataire est l'entreprise qui a été retenue après l'appel d'offres? Mais c'est évident qu'il y a eu des concertations, qu'il y a eu des ouvertures, que les gens ont postulé, que les meilleurs ont été pris. Voilà, vous parlez... En tout cas, M. Tienosa estime que le président de la République a fait cette préférence à l'entreprise française parce qu'il aurait eu quelques acquaintances avec l'État français. Vous savez, ça, c'est facile de faire des non, des ça, allégations. C'est le ministre, quand même. Ça c'est l'ancien ministre qui le dit. Mais c'est de lui qu'on parle. On parle d'un dossier qu'il a géré. Qui a rejoint l'opposition. Et comme je vous ai dit, s'il a des informations aussi sérieuses, pourquoi ne saisit-il pas les tribunaux pour que cette question soit éclaircie? Parce qu'elle n'existe pas. Vous avez un ministre qui n'était pas content, le président de la République n'était pas satisfait de ses services, et il l'a remercié. C'est la fin de l'histoire. Maintenant, ce qui est le plus important, monsieur, et qui est fondamental, et je pense que l'Afrique doit avancer dans ce sens, c'est qu'il y ait une gestion participative de nos ressources naturelles. Ça, c'est le souhait. Et ça fait très longtemps que les dirigeants sont en train de le clamer. Le Sénégal a pris... Non, le Sénégal a pris des actes concrets. Dites-moi le pays où vous avez un conseil stratégique d'orientation avec une loi qui va suivre, qui dit que chaque année, on va faire un rapport ouvert au Parlement, à la société civile, montrant combien on a étudié. C'est ça, c'est pas des vœux. Parce que dans d'autres pays, on a vu même mieux que ça. Hein, et à l'arrivée, on s'est demandé, on a fait tout cela pourquoi? Dans un des pays, on a même constitué un fonds pour des générations à venir. Mais à l'arrivée, on s'est demandé... Oui, mais justement, nous apprenons de tout cela. Et le Sénégal, je suis désolé, est une référence en matière de bonne gestion et de bonne gouvernance en Afrique. Je pense qu'il faut qu'on se félicite de ces avancées. Vous savez, l'afro-pessimisme, c'est facile. Ce n'est pas du narcissisme, c'est 7% de croissance. C'est deuxième performeur en Afrique. Et j'encourage le reste du continent et les citoyens à veiller à ce que leur pays puisse gérer les ressources naturelles de manière transparente. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que le président de la République Macky Sall Madame Touré, on va finir cette émission en parlant de l'élection à venir le 24 février prochain. Les Sénégalais devront se rendre aux urnes pour élire leur nouveau président. Et par rapport au nouveau code électoral, on a institué désormais le parrainage. Au départ, on a dit que c'était pour filtrer afin d'éviter les candidatures fantaisistes. Mais est-ce qu'à l'arrivée, ce n'était pas plutôt pour éviter les potentiels adversaires? Alors, il y avait 139 candidats à l'élection présidentielle.
vous êtes d'accord avec moi que c'est impossible d'organiser une élection présidentielle avec 139 candidats. Si tant est que 139 Sénégalais estiment qu'ils peuvent gérer le pays, alors oui, comme vous l'avez dit, il faut quand même voilà, veiller à ce que vous n'ayez pas voilà, des candidatures fantaisistes. Et le parrainage existe à peu près dans tous les pays sous différentes formes. Bien entendu. On aurait pu c'est la forme sénégalaise qui fait quand même couler beaucoup d'encre de la forme salive. sénégalaise est la plus démocratique. Parce que si vous vous levez et vous dites « je veux être président de la République », on vous dit à la bonne heure, allez demander l'avis des Sénégalais. On ne vous demande que 2000 parrainages sur cette région, nous en avons 14, hein, pour éviter évidemment les candidatures régionalistes. Et on vous demande un minimum de 53 000 parrains, entre 53 000 et 66 000. Alors, pour un Sénégalais qui veut diriger 15 millions d'habitants, ça me paraît être tout à fait raisonnable. Le principe ne dérange personne. Comme le principe ne dérange personne, on va continuer. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu beaucoup de candidats qui n'ont pas pu franchir cette barre. Oui. D'accord? Il y en a eu 7 qui ont franchi la barre du parrainage. Mais ce n'est pas tout. On vous demande, par exemple, d'avoir une caution de 30 millions. Si vous n'avez pas le 30 millions, ben vous ne serez pas candidat. On vous demande d'avoir un casier judiciaire, de n'avoir pas été condamné pour certaines sanctions. Ce qui n'a pas été le cas pour 2 d'entre eux. Et je trouve ça tout à fait normal. Parce que il faut parfaitement d'accord avec vous, mais voilà. Là où je me pose des questions. On s'est retrouvé avec une liste de 5 candidats. Alors, quand il y a 2 candidats aux États-Unis, d'ailleurs, personne ne s'en choque. Hein, non, personne mais ne trouve on n'est pas parti avec mais on va passer à ça. La question que je vais vous poser de manière précise, c'est qu'on dirait qu'il y a une certaine opacité parce que la liste électorale qui devrait, ou bien le fichier électoral qui devrait être mis à la disposition des uns et des autres, et sur la base de ce fichier électoral, on devrait quand même pouvoir réussir le parrainage. Pourquoi ne l'a-t-on pas Ce n'est pas ce que dit la loi. Diffusé. Parce que tout simplement, le fichier électoral et les cartes d'identité nationale, c'est quand même des données personnelles qui appartiennent aux citoyens. Vous ne souhaiterez pas que votre numéro de carte d'identité et carte d'électeur soit sur la place publique. Ça vous appartient. Mais donc, vous êtes d'accord qu'on a besoin de ce fichier électoral dans le parrainage pour quelqu'un qui est candidat? Pourquoi? Pourquoi vous en avez besoin? Vous en avez besoin après. Parce que la loi dit, de manière très claire, 15 jours avant l'élection, le fichier est disponible. C'est le code électoral qui le dit. Pendant la période de parrainage, vous allez voir les citoyens sénégalais, vous discutez avec eux de ce que vous voulez faire pour le pays, ils vous parrainent ou ils ne vous parrainent pas. À l'arrivée, vos parrainages sont donnés au Conseil constitutionnel, qui est constitué de magistrats intègres, on les appelle les 7 sages, de professeurs d'université, et pour le contrôle, il y a eu la société civile qui était assise. Et nous avons tous été traités de la même manière. En tout cas, aujourd'hui, ce qui étonne beaucoup de personnes, c'est qu'on voit pas mal de personnes dont la popularité est avérée sur une grande partie du pays, mais qui se sont vues rejetées parce que n'ayant pas réussi à avoir les parrainages nécessaires. Et dans d'autres cas, on voit des candidats que personne ne connaît, mais qui sont validés. Et on se demande aussi si après le match 24 février prochain, si ce n'est pas en fin de compte un match amical. Non, mais attendez, parce que là, c'est quand même le Conseil constitutionnel qui est quand même une instance sérieuse et régulière qui a procédé au contrôle. Je suis passé comme délégué national du candidat Macky Sall par le même processus et la société civile l'a reconnu. Alors, être connu à la télé et à la radio, ça ne veut pas nécessairement dire être connu à Saraya, etc. Non, ce n'est pas à la télé et à la radio. Des gens qui ont pas mal de députés au sein de leur parti, qui ont pas mal de maires aussi, qui se retrouvent. Ne pas avoir aujourd'hui le fameux parrainage, on se pose des questions. Laissez-moi vous dire une chose. Je vous en prie. L'élection législative qui s'est tenue il y a 1 mois et demi, il y a eu seulement 5 listes qui ont pu avoir directement des députés. 5. Retenez bien ce que je vous dis. Hein. Les 5 autres qui ont eu des députés sur les 47 l'ont eu par le principe du plus fort reste. Donc, la logique est respectée en réalité. Dernière question dans cette émission. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite des événements? Oui, parce que ça fait 5 fois depuis 7 ans que nous gagnons des élections. Nous pensons que sur la base du bilan du président de la République, la loi des séries sera respectée. En tout cas, je vous le souhaite vivement, Madame Aminata Touré. Merci beaucoup. Merci. Tout le plaisir pour moi de vous avoir eu dans cette émission. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Je vous laisse tout de suite en compagnie des programmes d'Africa 24. À très, très bientôt.